Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Temps de sport de ce mercredi. Nous sommes mercredi 10 janvier 2024 et c'est votre première émission donc de l'année avec Blaise Kouzola, Temps de sport. On revient très fort, vraiment en force et je profite encore pour vous présenter mes voeux le meilleur et vous souhaiter bonne année 2024. Cette année, il y aura beaucoup de choses et à part le fait d'avoir beaucoup de choses, nous devons être également en bonne santé pour vivre bien évidemment ces choses. Alors nous sommes à 3 jours, en tout cas à 3 jours de la grande fête du football continental, la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va se jouer bien sûr en 2024 à partir de ce samedi 13 janvier sous le coup de 21h. Ce sera déjà le premier match qui va opposer la Côte d'Ivoire à Guinée-Bissau. Cette émission est exclusivement pour cette 34e édition de la CAN. Nous parlerons de ce qu'a fait la Côte d'Ivoire par rapport aux infrastructures, à ce que cette grande nation a fait pour pouvoir accueillir cette compétition. Nous en parlerons bien sûr dans cette émission. Et quoi de plus normal de parler des léopards la plus démocratique du Congo qui sont à leur 20e participation dans cette compétition. Les léopards de la RDC qui seront dans le groupe F en compagnie du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. Eux qui vont entrer en lice le mercredi 17 janvier prochain face au Chipolopolo de la Zambie sous le coup de 21h heure de Kinshasa. Nous parlerons du stage bien sûr qui en tout cas vient de finir, qui vient de finir bien évidemment ce mercredi à Abu Dhabi, ponctué par ce match amical international, le deuxième qui a vu la RDC s'incliner. C'est l'information que nous venons d'avoir à chaud avant de commencer cette émission. La RDC s'est inclinée sur la marque de 2-1 face aux étalons du Burkina Faso et le seul but congolais a été marqué par Chancel Mbemba à la 57e minute. Quoi de plus normal de parler de toutes ces choses seul? Non, je ne peux pas en parler seul. Bien sûr, je serai accompagné de 2 personnes, voire même 3, qui vont être là pour pouvoir parler de cette grande messe du football continental. Alors, à votre gauche, je dois dire comme ça, et à ma droite, je vais recevoir un homme que vous avez vu certes il y a très longtemps. Il est déjà venu dans Temps de sport, mais ça fait quand même un bon moment que vous ne l'avez pas vu. Il s'agit de Jules Payot, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Blaise Kouzola. Vous allez bien? Moi je me porte bien et vous, je pense que vous, nos aimables téléspectateurs qui nous suivez à ces moments ici, je vous salue et bonne année à vous. Voilà, merci Jules Payot. Et à ma droite, à ma gauche et à votre droite, nous allons recevoir un expert maison. Il s'occupe des questions minières, des questions sportives aussi et beaucoup plus du côté économique. Ensemble avec lui, nous allons analyser beaucoup de choses ayant trait bien sûr à l'économie mais également aux sportifs. Il s'appelle Dieudonné Boinali, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Blaise Kouzola, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Je salue aussi mon co-débatteur Gilles Payot. Merci d'avoir pensé à moi pour votre émission de ce jour. Voilà, nous rappelons que nous sommes en direct sur Géopolis Télévision et nous sommes également en direct sur Facebook Live, Facebook sur la page Géopolis Télévision. Donc informez tout le monde, Nous allons parler des léopards, Togolobela Penza, Massano, ya léopard, Lelo. Alors si vous avez des questions à nous poser, merci de le faire. Merci vraiment de nous poser ces questions par ces numéros qui est affiché au bas de vos écrans, plus 243 082 plus 243 82 053
9300, je répète, plus 243 82 053 9300. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes également par SMS normal, le Coco Bengabisopé, pour émettre ton avis par rapport à Cannes, par rapport à Léopard. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous parlerons de la 34e édition de la Cannes. Alors, déjà, la première question que je vais poser, elle sera pour Jules Payot. Que pensez-vous de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'organise en Côte d'Ivoire? Oui, merci pour cette question. Le téléspectateur, je cherche à mieux comprendre c'est quoi d'abord la compétition africaine de football. Et c'est une compétition créée déjà depuis 1954 avec 4 équipes. Les 4 équipes sont les 4 premières nations qui ont eu à avoir leur indépendance. C'est à partir il s'agit bien de l'Afrique du Sud, non pas l'Afrique du Sud, bien le Ghana, l'Égypte ainsi que l'Éthiopie sont les 4 premières nations qui ont eu à jouer la première édition. Et parlons de la 34e édition qui s'organise du côté de la Côte d'Ivoire. C'est une compétition avec plusieurs particularités. Première particularité, c'est d'abord le moment où se déroule la compétition. C'était prévu d'abord en 2023, mais c'est pas joué en 2023-2024 et ça devait se jouer aussi pendant le mois de juin-juillet. Malheureusement, pendant ces temps-là, c'est l'inondation qu'on trouve ici en République démocratique du Congo ces derniers temps. C'est pour cela que la compétition, les organisateurs ont voulu que ça se passe ici dans ce mois de janvier. Parlons maintenant de ce qui concerne ce qui m'éthique vraiment, dans ce qui me donne la joie dans cette compétition. Il s'agit bien des infrastructures que je vis à constater. C'est vraiment les belles infrastructures, vraiment ce sont les belles infrastructures. Et parlons aussi des équipes, je vois certaines équipes, certaines nations qu'on trouve, ce qu'on appelait dernièrement les outsiders, mais c'est maintenant ce sont eux qui mettent la loi maintenant dans le football africain. On voit, comme on constate avec la Mauritanie, on voit d'autres équipes comme la Guinée-Bissau. On voit beaucoup d'équipes qui ont changé leur statut de jouer. Et ce que je pense d'abord à la CAN, d'abord c'est la compétition dans son entièreté. Et voir aussi les grandes stars. Voir si les grandes stars maintenant, les stars de l'Europe, nos Africains qui font du beau temps du côté de l'Europe et venir maintenant compétir dans leur terre natale, leur continent, ce qui est l'Afrique. Et je vais parler aussi plus du côté visibilité de la compétition. Vous voyez, la CAN, c'est maintenant la 3e compétition la plus suivie au monde. Après le JO, la Coupe du Monde, et ainsi maintenant c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Vu ces derniers temps, ce sont les Noirs, les Africains qui explosent les championnats européens. La preuve en est que ce sont les grandes équipes, ils réclament le départ de leurs joueurs pour venir ici jouer en Afrique. Parlons des championnats français, c'est au moins 40% de joueurs africains qui ont quitté l'Europe pour venir compétir en Afrique ici. Oui. Et parlons aussi des championnats anglais. Là, c'est depuis la CAN les CAN 2019 et 2020, même voir Jürgen Klopp avait réclamé, il réclame jusqu'à présent, il prédit que certaines équipes qui ne voulaient pas que il prédit que l'Égypte soit éliminée au premier tour pour qu'il récupère son Mohamed Salah. Et voyons aussi Sadio Mané du côté de son équipe El Nasser là-bas, c'est un trou remarquable après son départ. Voilà, merci beaucoup Jules Payot. Je crois que vous avez dit ce que vous devez dire. Alors, Dieudonné Bonali, avec vous, c'est vrai qu'on doit parler de questions économiques, mais d'abord une question sportive, purement sportive. Qui sont ces favoris pour la CAN? Parce que on constate que déjà ce sera une première fois qu'une CAN se joue avec 24 nations, et ces 24 nations-là ont tous déjà participé au moins à une édition de la CAN. C'est-à-dire que c'est une CAN déshabituée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport
aux favoris de la CAN? Est-ce que la RDC, par exemple, est favorite? Bon, merci pour cette question pertinente. La dernière fois que la Côte d'Ivoire a organisé la CAN, et ça a été relevé ici par Gilles Payot, c'était en 1984. Et 40 ans après. Hein? J'aime beaucoup les chiffres. C'est 40 ans après, en 1984. Et beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Il y a certains qui étaient encore des gosses. Et à l'époque, il y avait que 8 États ou pays qui avaient participé à cette CAN. 40 ans après, nous sommes en 2024. Et la Côte d'Ivoire organise encore la CAN pour la deuxième fois de son histoire. Et pour cette deuxième organisation, il y a 24 équipes. Là, je réponds déjà à votre question. Concernant les favoris, d'ailleurs, les premiers favoris ont toujours été les pays organisateurs. Même si vous n'êtes pas une grande nation de football, on classe toujours les pays organisateurs parmi les favoris. Pourquoi? Il y a les 12e hommes. Vous avez l'avantage de jouer dans une terre qui vous est propice. Dans une terre qui est la vôtre. Vous êtes déjà habitué à ces climats-là. Vous êtes déjà habitué à la nutrition, à cette diététique-là qu'on trouve dans votre pays. La symbiose maintenant entre ces éléments-là culturels, les climats et le fait d'avoir plus de 30 millions d'Ivoiriens derrière vous. Et quand vous voyez aussi l'armada des joueurs ivoiriens, les potentiels, hein, et puis la valeur marchande de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire actuellement, bon, tous les observateurs vraiment du football dans le monde, je ne vois pas quelqu'un qui ne va pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas parmi les favoris. Vous avez des joueurs comme Sébastien Hayer qui est là, ce n'est pas un petit joueur. Et puis par le passé, cette nation de football nous a produit des grands joueurs qui ont joué dans des grands clubs du monde comme à Barcelone. Il y avait Yaya Touré, on a connu Didier Drogba à Chelsea. On a eu Kolo Touré, Salomon Kalou. Il y a Okwasi Gervais qu'on appelle. Voilà. Bien avant cette génération, n'oubliez pas, il y a eu Youssouf Fofana. Justement. Et leur grand gardien, Alain Guamene, si je ne me trompe pas. En 2006, ils ont eu un grand gardien comme Jean-Jacques Tizier. Jean-Jacques Tizier, qui leur a permis d'arriver très loin dans cette compétition. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire est les premiers favoris. Les deuxièmes favoris, moi je vois les tenants du titre. Le Sénégal. Le Sénégal. C'est le voisin, mais qui dispose aussi des joueurs talentueux, des classes mondiales. Et quand vous allez au Sénégal, vous allez trouver aux côtés des écoles classiques d'enseignement primaire et secondaire, et voire même les institutions d'enseignement universitaire, vous allez trouver beaucoup d'écoles et de centres de formation des jeunes pépites, des talentueux footballeurs qu'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs clubs du monde. Si on ne les retrouve pas dans l'équipe A, dans des centres, foot, hein. Voilà, dont les célèbres centres de formation Génération Foot, justement, qui a produit beaucoup de joueurs qu'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs clubs en Europe, en Asie, même en Afrique. Aussi, voilà. Et les autres. Le Sénégal, pour moi, c'est le deuxième favori. Okay. Voilà. Le troisième favori, j'ai toujours vu l'Égypte. L'Égypte, il ne faut pas oublier, c'est la nation la plus titrée du continent. Hein. Justement. Il ne faut pas négliger les pays des pharaons. Ils ont montré ce qu'ils avaient dans les jambes comme talent des footballeurs. C'est pas pour rien malheureux, hein, voilà, la dernière. C'est le finaliste malheureux. Et puis, ils ont déjà remporté à 3 reprises, 3 fois consécutives, la CAN. 2006, 2008 et 2006. Voilà. 2006, 2008 et 2010. La fameuse génération d'Assane Chiata. Je vois aussi les Cameroun. Les Cameroun, les lions ne meurent jamais. Hein. Okay. Comme disent nos amis camerounais, il ne faut pas négliger les Camerounais. Hein. Même s'ils ont quelques joueurs qui ont pris un peu le poids de l'âge,
L'effectif est à moitié un peu vieillissant avec les Carl Toko et Kambi qui ont beaucoup joué. Mais moi, Vincent Aboubakar, je me dis, bon, il faut se méfier de certaines déclarations. J'ai vu les Cameroun avec un vieux comme Roger Mila faire des merveilles à la Coupe du Monde. Je me dis toujours, les Cameroun restent favoris. Voilà pour moi les 4 favoris, mais il y a des outsiders. Ah, ok. Voilà. Les outsiders, je vois les Ghana. Il faut faire attention avec des nations comme les Ghana, les Nigeria qui est en train de reprendre petit à petit. Il ne faut pas oublier aussi la RDC. Ah, enfin. C'est une grande nation de football. Enfin, la RDC. Nous avons beaucoup de talents. Il y a même un entraîneur français, Claude Leroy, qui a entraîné les Cameroun, la RDC, les Ghana, les Togo, qui avait dit que la RDC a tous les ingrédients, tous les joueurs pour être demain les champions du monde. Et ces déclarations de Claude Leroy ont été appuyées il y a quelques années par l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui disait que si on mettait seulement de l'organisation en République démocratique du Congo, on mettait du sérieux dans le secteur du football, demain la RDC va remporter la Coupe du Monde. Je pense avec les joueurs que nous avons encore pour cette CAN, en tout cas Sébastien Desabre va trouver la bonne mayonnaise. J'espère que la mayonnaise va prendre parce que au sein de l'équipe nationale congolaise, les bons joueurs sont là, les joueurs en forme sont là, les stars de l'équipe sont là comme les Bakambu, les petits Messi, comment on l'appelle, Bongonda, que l'entraîneur ne s'embrouille pas avec des classements qui commencent par des tâtonnements, et un classement d'essais-erreurs, et puis ensuite monter le vrai classement après des coups de fil de la population, de certains politiciens qui aiment le football. Il doit vaincre sa peur. Hein? Moi, je conseille à Desabre de ne pas jouer à la défensive, parce que toutes les équipes qui vont jouer cette CAN, vous allez les observer, ces équipes-là ont des attaquants de pointe de classe mondiale. Elles ne sont pas venues pour jouer à la défensive. Je ne vois pas un pays comme le Sénégal dire à Sadio Mané jouer derrière. Je ne vois pas l'Algérie des Mahrez jouer derrière. C'est ce qu'on voit souvent avec la RDC des Sabres. Et il doit nous aligner une équipe offensive pour essayer de s'en sortir dans ces groupes-là. Bon, il y a aussi les petits poussés. Il ne faut pas négliger qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le football moderne. Hein? Toutes les équipes s'équivalent. Et surtout qu'en Afrique, c'est presque... Là, j'ai parlé d'une manière scientifique, objective, tenant compte des potentialités de chaque nation dans le secteur du football. Mais au jour d'aujourd'hui, attention, toutes les équipes s'équivalent. Ne soyez pas surpris qu'une équipe qui n'a pas de stars puisse remporter la CAN, comme on l'a vu avec la Zambie. En 2012. Plus de la moitié des joueurs de la Zambie jouaient en République démocratique du Congo, les championnats nationaux, la division 1, dont la moitié de cette moitié-là, au sein des TP Mazembe, il y avait les Sunzu, qui est dans l'effectif actuel. Voilà, aussi là encore. Qui est encore là, il va jouer, le vétéran. Il y avait Renford Kalaba aussi. Mais ils ont bâti la meilleure équipe africaine de cette période-là. C'était la Côte d'Ivoire amenée par Didier Drogba. C'est pour vous dire aujourd'hui, il ne faut pas négliger les adversaires. Même si vous êtes des favoris, vous êtes des outsiders, vous avez déjà remporté des CAN, 4, 6 CAN. Il ne faut pas négliger les petits poussés, les jeunes nations montantes du football africain. Je vois les Madagascar, je vois la Gambie, je vois la Guinée-Bissau, je vois la Zambie encore, je vois la Guinée-Conakry, et je vois nos amis malgaches, que la CAF et la FIFA aiment toujours nous faire rencontrer. Je le vois aussi. Je peux vous dire que ça sera une compétition très disputée parce que tout le monde a amené les meilleurs attaquants qu'ils ont au pays et à travers le monde. Mais pour la RDC, je regrette seulement l'absence d'un joueur, Lilé pour Maccabi.
J'aurais voulu qu'il On soit. en parlera à Dieudonné Bonali. Alors, Gilles Payot, en 2 minutes, quels sont vos favoris pour la CAN? 2 minutes, salut. Comme M. Dieudonné, d'abord c'est le pays organisateur. La symbiose entre le 12e homme ainsi que les 11 joueurs. Vraiment, c'est déjà un atout pour nos amis ivoiriens. La deuxième position, moi je mettrais, c'est les Fennecs. Le Fennec d'Algérie, parce qu'ils ont renforcé. Ils ont renforcé leur équipe avec leurs binationaux. Espérons qu'ils ne seront pas éliminés au premier tour, comme la fois dernière. Il y a notamment Oussem Aouar qui est maintenant dans cette équipe-là. Oui. Et à la troisième position, je vais placer le Sénégal. Moi, le Sénégal, je ne le trouve pas assez vraiment coriace par rapport aux des précédentes éditions, 2019 et 2021. Et la quatrième position, je vais mettre le Maroc. Le Maroc, vraiment... les Lions de l'Atlas. Les Lions de l'Atlas, vraiment la quatrième à la dernière Coupe du Monde. Nous devons faire très attention avec cette équipe, malgré elle est avec nous dans un même pool. Et là, parmi les 5 nations comme favorites. Et comme les outsiders, premièrement, je vais mettre la Mauritanie. Ok. La Mauritanie, les Moribitou, il ne faut jamais négliger cette équipe. Hein. Malgré ils ont marqué qu'un seul but. Dans 3 compétitions déjà jouées, un seul but. Mais cette année, voir comment il a malmené la République démocratique du Congo, si c'était pas... Non seulement la République démocratique du Congo, il y avait aussi le Gabon, il y avait aussi le Soudan. Ouais, un peu comme la manière dont il nous a malmené, si c'était pas notre réserve, on n'allait pas prendre 6 points. L'expérience de joueurs. Oui, oui. Ah, il ne faut pas oublier qu'on les a battus sur terre battue. Hein? Ouais, surtout, 3 buts à 1. Un but partout là-bas, malgré la réserve qui était dans en notre faveur. Et voir aussi les nations comme la Tunisie, voir les nations comme l'Égypte, nous ne devons pas les négliger. Parlons aussi de la Tanzanie. La Tanzanie, les Taifa Stars et le Tipotsu Boys sont les 2 équipes qui me font peur. Et je le vois déjà en quart. Si ils ont eu la chance de passer l'étape de la huitième de finale, je le vois en quart de finale. Okay. Parce qu'ils jouent comme ils jouent un football très mystique. C'est comme s'ils ne jouent pas, mais ils jouent. Et il fait un bloc bas et une fois là, vous faites une erreur. Allez directement, il fait l'attaque rapide et vous marque. Et puis il revient. Et moi, j'ai peur vraiment de la première rencontre par rapport à notre équipe nationale congolaise. 2 rencontres amicaux, un but marqué et par qui? Par un défenseur Chancel Mémoire. Jules Payot, on en parlera en tout cas. Alors, Dieudonné Bonali, une autre question. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et merci de commenter, de liker ces lives. Hein. Je vous avais dit que nous passons aussi en direct sur Facebook. Dieudonné Bonali. La CAN Côte d'Ivoire 2023 sera organisée dans 6 stades, dans 5 villes, à savoir San Pedro, Yamoussoukro, Boaké, Abidjan et Korogo. Alors, dites-nous, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été organisées sur le plan économique, à savoir la construction des infrastructures, mais aussi la rénovation de certains stades et même la construction d'autres stades en Côte d'Ivoire. On parlerait même d'un budget alloué de plus d'1 milliard de dollars dépensés par la Côte d'Ivoire pour préparer au mieux cette compétition. Est-ce que cette CAN, d'une manière économique, peut apporter quelque chose à l'Afrique, mais aussi en Côte d'Ivoire, tout en sachant que la CAF a aussi augmenté la cagnotte du gagnant? Oui, affirmatif. La CAN qui s'organise en Côte d'Ivoire va rapporter beaucoup à l'économie ivoirienne comparativement à d'autres CAN qui ont été organisés dans des pays comme les Gabon et la Guinée équatoriale. Je l'ai dit pourquoi, c'est en connaissance des causes. La Côte d'Ivoire, d'abord, c'est un pays agricole. L'économie ivoirienne repose essentiellement sur l'agriculture, avec comme principale matière d'exportation, vous avez les cacao, et vous avez les cafés, l'huile de palme, dont la RDC, la Côte d'Ivoire, voulais-je dire, est le 2e producteur africain
est 5e producteur mondial. À côté de ces produits agricoles, vous avez aussi des produits miniers. Il y a un partenaire de Géopolis que nous aimons citer ici, Barrick Gold, l'actionnaire gérant de Kibali Gold Mine, qui est situé au nord-est de la République démocratique du Congo. Cette multinationale est aussi active en Côte d'Ivoire à travers la mine de Tongo. C'est pour vous dire que c'est une des destinations privilégiées pour les investisseurs. Et puis vous trouvez en Côte d'Ivoire beaucoup de multinationales qui profitent du fait que les produits agricoles produits localement en Côte d'Ivoire sont bon marché. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur des cosmétiques, de la transformation, pour donner de la valeur ajoutée aux produits ivoiriens. À part cela, les gouvernements ivoiriens veut faire la promotion de l'image positive de la Côte d'Ivoire. C'est un pays aussi post-conflit, comme la République démocratique du Congo, même si chez nous, il y a encore quelques bruits de bottes à l'est de la République démocratique du Congo. Mais n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire sort aussi d'un long conflit. Maintenant, ils ont oublié l'étape de la guerre, de la conflit, ils sont dans l'étape de la reconstruction de leur pays. Nous l'espérons aussi pour la République démocratique du Congo, avec la réélection du président Félix Tshisekedi. Mais il faut savoir que pour organiser cette CAN, le trésor public ivoirien, pour dire le gouvernement ivoirien, a mis la main dans la poche pour faire sortir 1,5 milliard de dollars. Je répète, 1,5 milliard de dollars. Ce n'est pas en francs CFA. C'est presque l'équivalent du budget qu'on a déboursé en République démocratique du Congo pour organiser les élections. Et ils ont mis ça dans les infrastructures. Maintenant, à la différence de notre pays, et ils n'ont pas construit seulement les infrastructures sportives. C'est ça. Ils ont conçu aussi des routes, des hôtels, pour faire bénéficier ces provinces-là qui accueillent, que vous avez cité, Korogo, Yamoussoukro, Abidjan, San Pedro, pour les faire bénéficier des effets bénéfiques de la CAN, et sur le plan économique, et sur le plan des infrastructures. C'est là vous voyez des autoroutes. La visibilité aussi. Voilà. La majorité des infrastructures sont presque terminées. On a même posé une question au président de la CAN, Patrick Motsepe. Est-ce qu'on ne va pas connaître les mêmes problèmes avec les Cameroun? Infrastructure inachevée, est-ce qu'il n'y a pas de plan B, plan A, plan C, à côté du plan A? Lui, il dit, je n'ai pas de plan A, plan B, voulais-je dire, je n'ai pas de plan B, plan C, plan D, ni de plan Z. C'est pour comprendre que la Côte d'Ivoire est prête. Et cette affirmation a été confirmée aussi par les Congolais Véron Mosengo Omba, qui est le secrétaire général de la CAF, justement, qui se joue déjà en Côte d'Ivoire, ça fait déjà 4 à 5 mois, qui a confirmé que non, je n'ai jamais vu une pareille organisation. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va bénéficier après avoir dépensé 1,5 milliard de dollars? Il y a d'abord les infrastructures, ça va rester au peuple ivoirien. Les stades qu'il faudra entretenir, il ne faut pas que ça tombe aussi dans les lots des éléphants blancs, comme on a vu au Gabon, où après la CAN, les herbes ont poussé presque dans tous les stades, en commençant par celui de Libreville, et où les championnats nationaux s'étaient arrêtés pendant plus de 5 ans, on ne jouait plus dans ces stades-là. Nous pensons que ça ne sera pas le cas pour la Côte d'Ivoire, parce qu'après la CAN, il faut donner ces stades, à défaut d'organiser des compétitions ou des spectacles, à des clubs hôtes, comme on le voit sous d'autres dossiers, par exemple en France avec Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain n'a pas de stade. Parc des Princes appartient à l'État français, à la mairie de Paris. Idem pour d'autres, Vélodrome de Marseille. Ça appartient à l'État français. Mais l'État français a trouvé qu'après la Coupe du Monde, on donne ça à un club hôte qui va commencer à entretenir ces stades. Et dans les bénéfices, dans les rentrées financières, l'État français doit se retrouver. Nous l'espérons aussi pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va gagner en termes de vente des maillots, déjà, qui se vendent comme des petits pains. C'est déjà des rentrées financières pour l'économie. Et le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration, de l'habillement de luxe. Et puis, il faut épingler aussi les bazins. C'est aussi un pays producteur de bassins. Ils vont un peu extendre l'air culture. Voilà.
Vous avez aussi des contrats publicitaires. J'ai parlé en introduction que c'est un pays des multinationales dont beaucoup sont françaises. Et profitant aussi de la présence de certaines multinationales du secteur des médias, je ne citerai pas leur nom pour ne pas faire les publicités, des télédistributeurs qui sont là. Donc, l'État ivoirien va profiter de leur présence pour faire la promotion de l'image positive de la Côte d'Ivoire. Vous avez le recrutement de 20 000 jeunes bénévoles qui vont travailler dans l'assainissement, comme des guides touristiques. Vous avez aussi 17 000 membres des forces de l'ordre, de la police et des services de renseignement qui ont été mobilisés pour sécuriser la CAN parce que c'est une grande fête du football africain. Vous avez aussi 2500 stadiers. Ce n'est pas comme chez nous et dans d'autres stades africains où on voit des policiers avec des armes à l'intérieur du stade, dans la zone rouge, zone verte. Chose qui n'est pas autorisée. Ce qui n'est pas autorisé, ce n'est pas aussi beau pour l'étranger parce que nous communiquons une mauvaise image. Les policiers peuvent être là, mais discrètes. Par exemple, au stade des Martyrs, ils peuvent être en bas là, sous la zone neutre. La zone neutre est là. Hein, il y a la cave là, ils peuvent être là en cas de trouble si on fait aller appel et puis ils montent, mais ils ne peuvent pas encadrer la zone neutre là. Il faut mettre des stadiers. Les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien a pensé à 2500 stadiers au lieu de mettre des policiers à l'intérieur. Vous avez aussi une autre donnée, je vous ai dit j'aime beaucoup des chiffres. J'ai comparé beaucoup la Côte d'Ivoire à la RDC. La RDC, c'est plus de 3 445 000 km². Mais vous allez vous rendre compte, cette superficie, quand vous la divisez par 10, vous trouvez la superficie de la Côte d'Ivoire, vous avez 322 000 km². Et avec une population de plus ou moins 32 millions d'habitants. C'est pour vous dire que nous, la RDC, nous pouvons avoir des meilleurs joueurs, plus de meilleurs joueurs que la Côte d'Ivoire, parce que nous avoisinons déjà les 100 millions d'âmes, et ils sont autour des 32 millions. C'est pour vous dire que cette CAN va rapporter beaucoup pendant et après. Connaissant les sérieux des Ivoiriens dans l'entretien de leurs infrastructures, je ne pense pas qu'ils vont laisser des éléphants blancs à leur peuple, des infrastructures qui ne seront pas utilisées après la CAN. Merci beaucoup à Dieudonné Boinali. On va très rapidement entrer dans un dossier qui concerne tous ces dossiers de la République démocratique du Congo. Vous le savez, fidèles téléspectateurs, que Léopard était depuis le 2 janvier 2024 à Abu Dhabi en stage de préparation qui s'est ponctué par 2 matchs amicaux. Le premier face à l'Angola, soldé sur la marque de 0 but partout, c'était le samedi 6 janvier dernier. Et les seconds, c'est joué ce mercredi 10 janvier, toujours à Abu Dhabi, face aux étalons du Burkina Faso. Match perdu par les Léopards, 2 buts à 1. Jules Payot, qui retenir de ces stages alors que la RDC doit aller à San Pedro déjà à partir de ce vendredi? Oui, d'abord je remercie Dieudonné Boinali. Par rapport à ces chiffres, c'est qu'il a parlé... C'est un expert maison. On va comparer le budget des élections de la République démocratique du Congo ainsi que le budget d'organisation d'une CAN. Vraiment, notre pays doit beaucoup changer. Vraiment. Revenons dans notre sujet sportif. Ce que je dois retenir par rapport à au stage de la République démocratique du Congo, qui s'est soldé avec une défaite. Moi, là, ça me fait des... je suis un peu... J'ai quand même de peur par rapport à notre équipe nationale, parce que déjà, les matchs amicaux, la RDC, depuis Sébastien Desabre, il y a de craintes. Parce que déjà, il a joué au moins si c'est 4 matchs amicaux. Je peux dire si c'est 5, il a gagné que 2. Si je ne me trompe pas, contre Sierra Leone et Sierra Leone ainsi qu'une nation dont je ne maîtrise plus les noms, et voir quand même jouer contre le Burkina Faso aujourd'hui. Le Burkina Faso, il a maintenant l'habitude de nous battre en matchs amicaux,
Et la première fois, c'était d'ailleurs lorsque des sabres. Oui, c'était sur un de 3-0, je crois bien. 1-0. 1-0, but de Bertrand Traoré. Et aujourd'hui, nous avons battu 2-1. Et parlons de ce que je dois retenir à l'effectif. L'effectif est bon, mais analysons compartiment par compartiment. La cage, vraiment, aujourd'hui, encaissé 2 buts. Là vraiment c'est pas une bonne chose. Et parler de la défense, voir un Chancel Mbemba marqué déjà, ça peut assurer déjà le binôme entre le binôme Chancel Mbemba, Dylan Batumsika. C'est vraiment l'axe qu'il nous faut à la CAN. Et les latéraux là vraiment avec Gédéon Kaloulou ainsi que Arthur Maswaku, là je vois déjà, je me rappelle bien de la passe décisive d'Arthur Maswaku face au Gabon du côté des Francheville, soldé sur la tête de Aaron Chibola. Et du milieu ça va quand même. Et ce qui me fait peur vraiment, c'est d'abord l'attaque. Voir Simon Banza, meilleur buteur des Léopards à l'étranger avec la Ligue à Nantes, qui est le meilleur buteur portugais, la Ligue à Nantes, avec 14 buts, toutes compétitions confondues. Et là, venir aussi en République démocratique du Congo, c'est sa 3e rencontre au Cambu. C'est quelque chose qui nous fait peur. Peut-être qu'il ne joue pas son poste de prédilection. 3 matchs. Les joueurs est mal utilisé par des sables. Ça peut être aussi ça. S'il est mal utilisé, les temps, il est déjà là. Il a vu pendant déjà 8 jours déjà. Sébastien de Sabre, on peut voir déjà ce qu'il peut faire pour mieux entamer cette compétition, parce que c'est déjà face au Chipolo Boys. On se rappellera mieux en 2015, une dame malmenée, en nous menant depuis la 8e minute. La première même. C'était la première avec le but de Given Singuluma. Et la délivrance est venue vers la 70e minute grâce à Yannick Bolassé. Aujourd'hui, il est dans les oubliettes de la nation aussi, à moins que je me trompe. Et d'autres joueurs comme Fiston Kalamaele, bon, je ne sais pas si nos attaquants sont en confiance, mais voir d'autres joueurs comme Théo Bungonda, voir des joueurs comme Edo Kayembe et Joris Kayembe, je peux faire confiance quand même. Mais en ce qui concerne l'attaque, que Sébastien et ça pousse à arranger déjà quand il est temps. Parce que la compétition, la CAN, c'est une autre compétition. C'est pas les éliminatoires, parce que toutes les équipes qui sont qualifiées à cette 34e édition sont considérées comme les 24 meilleures équipes du continent. Certes, il y a d'autres meilleurs qui sont restés, mais les 24 meilleurs sont ceux qui jouent la compétition, la 34e édition. Voir Sébastien de Sabre l'interpeller déjà. La RDC, certes, a des supporters qui mettent la pression. C'est dû à leur passé glorieuse. Vous voyez, la RDC, nous sommes restés nostalgie de 1968 et 1974, voire quand même quelques 3e places de 1998. Ça fait quand même 40 ans. Hein, 40 ans que la République démocratique du Congo n'a plus remporté cette coupe majeure du continent. Vraiment, je demanderais aussi à la population congolaise d'avoir un cœur apaisé, parce que c'est une équipe en pleine reconstruction. On va à une compétition avec 4 joueurs qui ont joué déjà cette compétition. Le 20 qui reste là, c'est leur première expérience. Là, on doit vraiment les signaler à nos aimables amis sportifs. Parce que là, ils vont dire que la RDC a un meilleur effectif par rapport à d'autres équipes que Florent Ibenga a eu. Mais ils devaient savoir que la RDC va en compétition avec 20 joueurs qui vont découvrir la compétition. Là, c'est quelque chose, on doit épingler et parler ça pour nos aimables téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Voilà, merci beaucoup à Jules Payot. Alors, Dieudonné Bonali, le stage de Léopard va prendre fin. Il y a quand même quelques petits soucis à émettre, notamment cette défaite de tout à l'heure face aux étalons du Burkina Faso. Mais avec vous, je vais vous poser immédiatement cette question. La RDC, après déjà ces stages, va se tourner vers San Pedro. Leur arrivée est prévue pour le 12 janvier prochain, qui est la RDC, on le signale, qui est dans le groupe F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie, le Taifa Stars. La RDC qui va jouer son premier match le mercredi 17 janvier 2024 face aux Chipolo Boys de la Zambie. Alors, Dieudonné Bolali, dans ces groupes F,
où est composé, où il y a la Zambie, le Maroc et la Tanzanie pour se défier à la RDC. Quelles sont les chances de la République démocratique du Congo? Déjà dans ces groupes, au vu du stage qu'ils ont fait à Abu Dhabi, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de bien de la part de l'équipe des Sabres, ou carrément cette équipe ira simplement pour faire du tourisme à San Pedro, étant donné que c'est une ville côtière comme Mwanda ici à Kinshasa, à République démocratique du Congo? Tout à l'heure, j'ai vanté les potentiels dont disposent les 11 nationales de la République démocratique du Congo, mais j'ai quand même quelques craintes. Je n'ai jamais compris cette politique de la Fédération congolaise de football de toujours envoyer l'équipe en préparation dans une région qui possède un climat qui sera différent de celui du pays hôte ou de la ville hôte où les léopards sera logés pour jouer tous ces 3 matchs de la phase de groupe. Et j'ai fait une petite recherche en comparant les climats de la Côte d'Ivoire et celui des Émirats arabes unis. J'ai fait une petite comparaison entre les climats de Abu Dhabi et de San Pedro. Vous allez vous rendre compte que à San Pedro, entre les mois de janvier et avril, je vous donne d'abord Abu Dhabi, janvier 24 contre 15, température maximum et minimum. Février 25, température maximale. Et 16 degrés, température minimale. Là, nous sommes à Abu Dhabi, là où les léopards ont été amenés pour les mises au vert. Donc, ils ont travaillé avec une température variant entre 16 degrés et 25 degrés Celsius. Nous allons maintenant à San Pedro, janvier 34 degrés Celsius, température maximale, température minimale 20 degrés Celsius. Je vous ai dit, moi j'aime les chiffres, je suis économiste. Février, température maximale à San Pedro 36 degrés, température minimale 22 degrés. Donc, il va quand même faire assez chaud, voilà. À San Pedro. Il y a un écart entre 6 à 8 degrés de différence entre les deux villes. C'est beaucoup pour un joueur. Je vous ai dit, la réussite d'une équipe nationale ne dépend pas seulement du fait d'avoir un bon entraîneur, des joueurs en forme, d'avoir fait un bon classement. La diététique aussi compte, la nutrition, ce que le joueur mange. Vous n'avez jamais vu une Coupe du Monde où dans une finale, on attendait le grand Ronaldo, pas de Cristiano, les tout premiers. En 2002. En 2002. Et puis à la veille, les gens ont acheté, vous savez combien coûtent les billets de la finale d'une Coupe du Monde? Les gens achètent les billets, disent moi je vais voir les Ronaldo de Brésil. Avec sa fameuse coiffure. Avec sa fameuse coiffure. Et puis ils apprennent à travers les médias occidentaux qu'il ne va pas jouer parce qu'il a connu un problème d'intoxication alimentaire. Il y a des joueurs aussi à la veille des matchs qui vous disent non, le climat on a zoko kangote. Chaleur na zoko kate, ça ne va pas. Mais on a amené notre équipe nationale comme d'habitude et on a laissé faire aller s'entraîner à Abu Dhabi là où il fait excessivement chaud. Au moment où à San Pedro, le climat sera un peu clément, prêtez-moi la tautologie, pour nos joueurs. Moi je pense qu'on pouvait amener l'équipe au Mali, au Burkina Faso, au Ghana. Même en Algérie, ils pouvaient se préparer, même au Maroc. C'était pas mauvais. Pourquoi amener l'équipe très loin? Et le jour où nous allons jouer une Coupe du Monde dans un pays désertique, nous irons nous entraîner en Suède, faire la préparation en Russie. Moi, je pense qu'il faut cesser avec ces habitudes. J'ai une crainte déjà au niveau acclimatation de nos joueurs. Et il faut se demander, ils vont arriver à San Pedro quand? Ils vont arriver vendredi, ils vont jouer mercredi. Ils vont arriver vendredi, ils vont jouer le mercredi. Vous voyez un deuxième problème. Les joueurs n'ont que 24 heures pour s'acclimater. C'est-à-dire sortir dehors, souffler un peu le chaud et le froid de San Pedro, le climat ivoirien, et puis 24 heures seulement pour préparer ces matchs-là. Ils auront déjà un problème de climat. C'est pour cela que je dis, cette fédération
doit être... on doit faire la refonte totale de notre fédération. Il y a déjà le comité de normalisation, il normalise les choses. Les Conors, là, ce sont des aventures, je pense, de la CAF et de la FIFA. Ça fait longtemps qu'on devait élire les dirigeants de notre fédération. On doit cesser avec les amateurismes au niveau de notre organe technique en charge de la gestion du football au Congo. Ce n'est pas Kaboul et son ministère qui gère techniquement les fédérations. Nous avons des fédérations. Kaboul, lui, il fait que la politique et puis il demande les moyens à l'État. On donne aux fédérations pour nos équipes nationales. Mais les organes techniques là n'aident pas les ministres nationaux des sports et les gouvernements pour faire un bon travail. Je pense qu'on doit cesser avec cette habitude. Déjà, il y a un problème. Un autre problème, il y a quelques absents détails qu'on a oubliés. Comment pouvez-vous faire les éliminatoires avec un autre groupe et au moment où vous voulez jouer la CAN, vous changez votre équipe à 20-30%. Vous mettez certains joueurs, entre guillemets, recommandés, entre guillemets, les enfants, neveux de certains membres de la fédération, mais la plupart de certains membres du mouvement sportif, dont le comité olympique congolais. Il y a certains joueurs qui n'ont même pas joué les éliminatoires de la CAN. Ils sont là sur la liste. L'exemple de... Je ne citerai pas leur nom. Ils sont là. Grady Diangana, il y a Grady Diangana, il y a Bertrand Dimitri. Cette liste n'est pas exhaustive. J'ai suivi un jour un entraîneur que je respecte beaucoup, Flora Ibenge, même Claude Leroy, il disait que moi, pour faire jouer un joueur, je regarde le nombre de matchs dans les jambes, les temps de jeu. Je regarde sa contribution dans les systèmes de jeu. Mais sur base de quoi on a pris ces joueurs, et pourtant il y a certains joueurs qui ont joué ne fût-ce que 2-3 matchs, qui sont en forme, qui méritaient de figurer sur cette liste, on les a pris. Et il y a des joueurs aussi qui ont fait piètre figure pendant les éliminatoires. Soit ils n'ont pas marqué, leur contribution dans les jeux, c'est en dessous de la moyenne. Sur le plan défensif, quand l'équipe est en difficulté, vous sentez vraiment que non, ces 2-3 attaquants sont des joueurs de moins pour les Léopards. Mais on les a maintenus, ils sont là. Est-ce que les méchants qui nous jouent les bons footballs là de la Ligue des Champions, c'est le football qu'ils jouent au sein de l'équipe nationale? Est-ce qu'il est utilisé comme à Berne? C'est ce que j'ai dit pour aussi Simon Banza. Est-ce que ces joueurs-là aussi, parfois on les critique trop, est-ce qu'ils sont utilisés à leur poste de prédilection? Chancel Mbemba n'est pas attaquant. Okay. Nous attendons que les Bakambu marquent des buts pour nous. Hein? Les Bakambu, les Meshak, l'ancien joueur de Vita qui est parti en Afrique, qui a été vendu au Maghreb. Fiston Kalala, notre petit Messi, nous attendons des attaquants des buts. Si un défenseur marque, ou un gardien de but, ou bien un médiateur, c'est accidentel. Mais dans les communs des mortels, dans la tête du commun des mortels, on attend qu'un attaquant marque. Quand vous regardez les matchs du Real de Madrid, de Paris Saint-Germain, vous vous attendez à ce que Marquinhos marque. Vous attendez le but de Mbappé. Quand vous suivez le Real, vous attendez le but de qui? Ou bien Manchester City. Vous attendez qu'Haaland marque. Mais pourquoi chez nous, en République démocratique du Congo, Chancel Mbemba doit être notre sauveteur? Mais quand il marque à Marseille, on ne vous dit pas que tous les buts de l'Olympique de Marseille, c'est Chancel Mbemba qui les a marqués. Mbemba marque, mais les attaquants jouent leur rôle. Moi, je pense qu'on doit placer chaque joueur à son poste de prédilection et on doit s'associer avec cette politique. Quand un joueur ne joue pas à son meilleur niveau, il n'est pas en forme, on le prend parce que nous l'avons aimé lors du Chan, parce que c'est l'enfant de tel. Non. Pourquoi on n'a pas pris Soso? Tout le monde aime Soso, à commencer par le président de la République. Mais nous avons été objectifs pour les dossiers Soso. J'ai oublié son nom de famille. Mukoko Amale. Tout le monde a été objectif sur les dossiers Mukoko Amale. Nous l'aimons beaucoup, il est courageux, il nous rappelle un peu notre ancien capitaine Youssouf Moulumbu. Il jouait le rôle dans les vestiaires d'un motivateur, d'un second coach. Il parlait même à ses compatriotes, ses collègues, en langue vernaculaire. Banama, il faut tomber tabango.
ne faut pas oublier le travail qu'il avait fait contre les Congo-Brazza, les fameux matchs des 4-2 et d'autres matchs. Nous, on voyait Moukoko Amale les successeurs de Youssouf Moulumbo. Mais tout le monde a été objectif sur son dossier. Moukoko a son club. Ça fait autant de mois qu'il n'a plus joué. On ne va pas l'amener pour le plaisir d'amener. Mais pourquoi on a imposé les mêmes critériums là à Moukoko, pas à d'autres joueurs? Alors, les chances des léopards. Bon, les chances des léopards, en quelques minutes. Quand nous avons remporté la première CAN en 1973, 68. Les premiers c'était en 68, les deuxièmes c'est 73, moi c'est 74. Avant d'aller à la Coupe du Monde de 74. Oui. Voilà. Et la fameuse Coupe Moseka. Moi je n'étais pas né en 68. Hein? Idem de celui de 74 là. Je n'étais pas encore là. Mais j'ai regardé presque quelques matchs, comment les Léopards avaient joué. J'ai regardé aussi les matchs que l'équipe nationale a joué lors de la deuxième CAN que nous avons remportée. Mais, souffrez que je vous dise, moi j'ai aimé la CAN du Burkina Faso, où les Léopards avaient bien joué. J'avais aimé aussi la CAN du Maroc. C'est 86 ou 88? 86. Voilà. J'ai vu l'Indingambote, j'étais encore trop petit, mon papa m'expliquait. Il y avait l'Indingambote, Jeune Kabongongoi, il y avait aussi, Santos vous avez Mutubile. cité tout à l'heure, Santos Mutubile. C'est pour la première fois, moi j'ai vu une équipe joueuse. Une équipe qui est venue pour remporter une CAN. Le reste, c'est là. En tout cas, nous allons avec des stars. Il n'y a pas de fonds de jeu, et des classements, tâtonnements. Et puis ça se termine par des calculettes. Il faut gagner le dernier match là. Et il faut que l'autre adversaire là fasse match nul pour qu'on soit qualifié. C'est comme ça qu'on a raté même à des reprises La qualification. la qualification à la Coupe du Monde. À cause de ces petites erreurs là, des coachings, des petites erreurs. Certains joueurs qui méritaient d'être là, on les fait partie de la liste parce qu'il avait discuté avec les CG de la FECOFA ou le président de la FECOFA ou le président du comité olympique national. Petit, yo, tu ne vas plus jouer dans l'équipe nationale. Ce sont des comportements qui tuent notre équipe nationale. Moi, je pense que quand vous dirigez les fédérations, vous devez vous comporter comme des parents. Et à un moment donné, il faut la chicotte. Et à un moment donné, vous pardonnez. Et à un moment donné aussi, il faut tirer les oreilles à ces joueurs pour leur dire, bozo bétate à votre niveau. Ce n'est pas le niveau que toi, Bakamboutia. Ce n'est pas le niveau que toi, Mécha, que tu as. Produis-nous le football là que tu produis en Suisse, là, chez Young Boys. Nous voulons voir ça à la CAN. Voilà. Il faut les titiller. Il ne faut pas seulement qu'on s'arrête à leur donner des primes vertigineuses. Merci. Présidentielle. Il faut aussi les responsabiliser parce que, pourquoi? Vous savez, je vais glisser un peu dans la politique. Le football, c'est un peu le ciment national. Quand nous nous retrouvons devant notre petit écran, nous regardons les matchs de l'équipe nationale, nous oublions que moi je suis des V-Club, toi tu es des Mazembe, lui il est des Lupopo. Nous oublions parfois nos différences. Maintenant, quand une équipe arrive déjà jusqu'en demi-finale, vous savez ce que ça fait sur le plan culturel, sur le plan cohésion nationale. Ça renforce l'amour entre Congolais. Et puis vous apprenez pas. Équipe Elongo la première tour, na tongo comme le disent si bien les Quinois. Merci de Bonali. Ça pousse les gens à rentrer encore dans la politique. Merci beaucoup de Bonali. Jules Paul. Les ingrédients sont là pour arriver en finale. Merci beaucoup Jules Paul. Désolé Bonali. Jules Paul, en 30 secondes, le champ des léopards, rapidement. Bon, je mettrai vraiment... être le patriotisme à côté, hein, quand même, je suis congolais. Je vais me baser sur l'intervention d'un ancien burkinabé qui a déclaré ça sur le Canal+. La RDC, je n'arrive pas à les situer. Parce que quand on attend la République démocratique du Congo, il ne fait pas grand-chose. Mais quand il s'agit, vous négligez cette équipe-là, vous ramène jusqu'en demi-finale. Parfois, la finale, vous gagne une compétition. Là, vraiment, je réserve ma langue parce que je regarde d'abord, parce que je constatais ça pendant le stage. La République démocratique du Congo, aucun de ses attaquants a marqué. Il s'agit d'un défenseur de Marseille Chancel. Il y a encore du travail à faire. Vraiment, la chance du côté RD congolais.
on garde ça. Bon. Merci beaucoup Jules Payot, et merci également à Dieudonné Boinali pour vos interventions. Elles ont été très pertinentes. Je vais vous donner le tout dernier mot. Le tout dernier mot en 10 secondes. Dieudonné Boinali, 10 secondes, pas plus. Bon, pour, je pense, 10 jours à 14 jours, voire même, c'est 3 semaines. Hein? Oui. La Côte d'Ivoire, je considère ça comme la vitrine du football africain. Nous allons recevoir 30 à 40%, comme l'a dit mon confrère Gilles, des stars mondiales du football mondial. Il y a même des clubs européens, des présidents, même des entraîneurs qui pleurent déjà, qui souhaitent même les éliminations des clubs favorites, afin qu'ils puissent récupérer vite leurs joueurs pour reprendre les championnats. C'est pour vous dire aujourd'hui, la CAN n'est plus une petite compétition, c'est une compétition qui est très suivie dans le monde. Je souhaite une réussite totale à cette CAN, parce que qui dit la Côte d'Ivoire dit l'Afrique. Je souhaite une bonne participation de la République démocratique du Congo, pas comme des sabres l'a dit. On m'a dit de qualifier tout simplement l'équipe à la CAN. Non, quand vous qualifiez votre équipe, les mandats changent. C'est comme un militaire qui a gagné une guerre pour les pays. Voilà. Quand il était général et il était caporal, il monte des grades. Vous aussi, vous avez qualifié l'équipe, mais les mandats changent. Merci beaucoup. Il faut nous amener la coupe. Merci beaucoup, Dieudonné Boinali. Je termine, il ne faut pas faire comme disait un Français, le fondateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, aller faire la représentation, c'est-à-dire l'essentiel est de participer. Non! Nous sommes fatigués de voir les Ghana, l'Égypte, les Cameroun remporter toujours la CAN. On a besoin de mettre une 3e étoile sur les maillots du 11 national. Merci beaucoup à Dieudonné Boinali. Jules Payot, vos derniers mots en 10 secondes, s'il vous plaît. Oui, d'abord, je vais balayer ce que M. Dieudonné a dit. Pour gagner une 3e étoile, c'est un projet à long terme. Le Sénégal a fait plus de 10 ans pour remporter leur tout premier titre. Le Sénégal n'est pas un grand pays du football comme la RDC. Nous, on a des titres continentaux au niveau des clubs. Moi, je peux dire le Sénégal, c'est le grand Sénégal, c'est le Sénégal de l'an 2000 jusqu'à maintenant 2024. Voilà. Des coupes en interclub. Merci beaucoup. Mazembe Vita. Merci beaucoup. C'est un projet. On va clôturer cette émission qui a été très pertinente. Merci en tout cas à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Je remercie mes deux co-débatteurs, Dieudonné Boinali et Jules Payot. Le rendez-vous est donc fixé, fidèles téléspectateurs, pour samedi, autour de 21h, pour le premier match de cette Coupe d'Afrique des Nations qui va voir le pays organisateur, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, les éléphants, jouer contre la Guinée-Bissau. J'ai dit, la RDC va clôturer cette première journée. Ça sera le 17 janvier prochain à 21h face à l'équipe de Chipolo Polo Boys de la Tanzanie. Le calendrier des Léopards prévoit encore un autre match pour la deuxième journée. Ça sera le dimanche 21 janvier prochain face au Lion de l'Atlas du Maroc sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Et puis 4 jours après, ça sera le 25 janvier pour le compte de la troisième journée. La RDC jouera les Taifa Stars de la Tanzanie. Ce fut pour moi un honneur et un plaisir de vous présenter cette émission en ce mercredi 10 janvier 2024. En tout cas, tout l'honneur vous revient, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout. Vous étiez connectés, vous nous avez écrit également. J'ai pu voir quelques messages sur notre téléphone. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Restez connectés et branchés sur vos programmes, sur le programme de Géopolis Télévision. Nous serons encore là le mercredi 17 janvier pour parler de la République démocratique du Congo face à l'équipe de la Zambie en émission spéciale le mercredi 17 janvier à 16h heure de Kinshasa. Merci de vous connecter et vous pouvez aussi nous appeler pour nous dire quels sont vos 11 départs par rapport à cette rencontre-là. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de ce programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.